Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit, c'est la saison 2. Ce soir, on est avec Marion Sigaud. Bonsoir Marion. Bonsoir Patrick. Bon, alors, t'es habituée de Méta TV maintenant, comment bah oui, c'est la troisième fois, c'est la troisième presque fois. Une habitude. Hein. Pour faire une série, 3 ça suffit. Hein. Ouais. 1, 2 et 3, ça y est, on est dans une Ah non, on est dans la trilogie là. On nous parlait du fameux babaranouge qu'on a fait. Babaranouge, oui, c'est une recette moyen-orientale, oui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient repris cette recette et qui avaient vraiment apprécié quoi. Alors il paraît qu'il y a des difficultés à trouver de la purée de sésame. Ouais. Eh bien, moi je reconnais qu'il y a de la difficulté parce que j'avais à Auxerre un habituel fournisseur et puis il me dit non, c'est un peu difficile d'en avoir, il faut commander à l'avance et tout. Avant, moi, dans n'importe quelle épicerie orientale, je trouvais de la purée de sésame. Bon, j'en trouve toujours, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. De toute façon, hein, toutes les bonnes choses, maintenant, il faut se battre pour les avoir. Hein. Faut se battre. En tout cas, on avait appris les quenelles aussi. Les quenelles, t'as vu comment je les roule, hein, t'as vu ça, hein. Donc la technique, il y en a beaucoup qui m'ont dit, la technique des quenelles... ça a marqué beaucoup de gens. En tout cas, notre passage en Bourgogne, ça a marqué. Alors bonjour à tous. Voilà, Ginkaz, Ramané, Boassa, Emily, Erwan. Coucou everybody. Voilà, tous les gens qui sont connectés, Ordo, Apkao. J'ai vu qu'il y avait, comment il s'appelle, Samoa dans le coin, etc. Alasso, Axo, évidemment, on passe le bonjour. Alex, Jérémia. Donc ce soir, émission où on va parler des procès aux sorcières. Oui. Donc une période qu'on connaît mal, une période que j'ai envie de dire un peu presque fantasmée. Donc, complètement fantasmée, parce que on ne peut pas connaître la période puisque c'est pas la bonne période la période qu'on croit devoir étudier, c'est pas la bonne. C'est toute une histoire. Ouais, parce que moi, si on me dit ça, alors voilà, je fais le gros novice, on me dit penser aux sorcières, moi je pense Moyen-Âge. Avec des juges qui vont chercher des sorcières parce qu'on les brûle après, etc. On les brûle et c'est des vilains juges catholiques, les juges d'inquisition, voilà, c'est l'église catholique qui poursuit les sorcières. Moi j'ai toujours entendu ça comme ça. Hein. Et puis avant de refaire de l'histoire comme j'en fais maintenant, c'est-à-dire à titre professionnel, j'avais moi aussi comme tout le monde mon idée sur la chose. J'ai remis en question le dogme il n'y a pas tellement longtemps, hein. C'est depuis que j'ai refait effectivement de l'histoire à titre professionnel que j'ai compris qu'il y avait là encore des gros lézards. Mais alors, je voudrais dire, c'est pas les historiens qui mentent sur l'histoire, c'est ceux qui prétendent être historiens ou ceux qui relayent de travers le travail des historiens. Parce que pour savoir ce qui s'est passé, je vais t'expliquer. La chasse aux sorcières, c'est quoi ? Il y a un fait qui est incontestable, c'est qu'il y a vraiment des très grandes quantités, à une période éloignée de la nôtre, de femmes qui ont été brûlées comme sorcières. Bon, à une période abominable où on arrêtait les femmes sur soupçon et puis on les torturait, puis elles avouaient ce qu'on voulait, et puis après on les brûlait. C'est une histoire terrible. Bon, et pendant longtemps, on a dit c'est l'Église, et c'était le Moyen-Âge. L'Église, c'est-à-dire l'Inquisition. L'Inquisition, c'est quoi ? C'est un tribunal ecclésiastique. Ecclésiastique, ça veut dire d'église. Hein. C'est un tribunal, c'est-à-dire ce sont des juges obéissant à la hiérarchie catholique qui poursuivaient des femmes, qui leur faisaient des procès où elles étaient obligées d'être trouvées coupables puisqu'on les torturait. Je veux dire, c'est sous la torture. Pour faire arrêter la torture, on dit ce qu'on croit que les autres, que les tourmenteurs veulent savoir. Et il y a eu comme ça, alors on a dit, moi j'ai lu jusqu'à 1 million de sorcières qui ont été brûlées comme ça. 1 million. Ouais, c'est énorme comme chiffre. C'est énorme, c'est gigantesque. Mais il n'y a jamais eu 1 million de sorcières brûlées. Et de toute façon, c'était pas au Moyen-Âge. C'est-à-dire que si je te dis l'Inquisition a brûlé 1 million de sorcières au Moyen-Âge, il y a juste 4 contre-vérités dans la phrase. C'était pas 1 million, c'était pas que des sorcières, c'était pas l'Inquisition et c'était pas au Moyen-Âge. C'est pas mal, hein. Et ce que la plupart des gens croient, et ça je l'ai vérifié encore il y a pas très longtemps, quand on pose la question qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge, qu'est-ce que vous évoquez le Moyen-Âge, c'est l'Inquisition, c'est la chasse aux sorcières, tu vois, il y a des expressions comme oh là là, c'est quelle horreur, on se croirait au Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Âge, c'est l'horreur, c'est l'Église qui brûlait des sorcières, c'est ancré dans l'inconscient collectif. Et c'est une série de contre-vérités, je veux dire, ce sont des mensonges. Mais moi je prends la défense des historiens, c'est pas les historiens qui ont menti. Les historiens, ils rétablissent la vérité. Alors c'est qui les menteurs ? Alors qui sont les menteurs ? Alors qui a menti sur les sorcières ? Qui a menti sur les sorcières ? Il y a beaucoup de gens qui ont menti sur les sorcières, il y a un grand menteur devant l'éternel qui s'appelle quand même Voltaire. Encore ?
Oh bah lui. On va te traiter d'anti-Voltaire primaire. Ouais, primaire, secondaire, tertiaire, je prends toutes les catégories. D'ailleurs, je suis pas anti-voltairienne du tout. Moi, j'aime beaucoup Voltaire, je m'amuse beaucoup. Je veux juste qu'on sache qui il était vraiment. Bon, c'était un type épouvantable. Mais il a relativement peu écrit sur la chasse aux sorcières. Il en a dit des belles horreurs, il a dit des belles cochonneries, comme tout ce qu'il a raconté. Mais c'est pas lui qui a fait le plus de mal. Celui qui a fait le plus de mal concernant les sorcières, c'est un certain Jules Michelet. Alors lui, c'est absolument invraisemblable. Jules Michelet, il a écrit un livre qui s'appelle La sorcière. Et moi, quand j'étais en fac, quand j'étais en licence encore, c'est-à-dire quand j'entrais pas encore dans les détails, hein, la licence c'est encore du bachotage, on fait plusieurs périodes et bon alors le matin j'étudiais mes polycopiés et puis l'après-midi je lisais tous les livres qui me tombaient sous la main et qui correspondaient à peu près aux périodes que j'avais à étudier, que j'étudiais le matin. Le matin je faisais du bachotage et l'après-midi je faisais de la lecture un peu plus large. Et je me souviens que le livre de Michelet, La sorcière, m'avait été recommandé. J'avais lu un article dans une revue d'histoire en disant un chef-d'œuvre de Michelet. Bon, si moi c'est un chef-d'œuvre, je veux bien lire un chef-d'œuvre. Donc j'ai lu La sorcière de Michelet. Et je forçais de constater que c'est grand, c'est beau, c'est lyrique. Quoi. Mais je n'avais pas les moyens de savoir que c'était faux du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est totalement mensonger. C'est du n'importe quoi. Michelet raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit exactement un peu pour Alors, Michelet, d'abord, il situe la sorcière au XIVe siècle, c'est-à-dire dans le milieu des années 1300. Et il dit, c'est en fait une femme serve, c'est-à-dire vivant sur un territoire, sur un territoire appartenant à un seigneur sous une juridiction de servage, quoi. C'est une femme serve, jeune, trentaine d'années, sur laquelle les hommes projettent leur fantasme, parce qu'elle est belle, parce que c'est la femme. C'est la femme avec des désirs de liberté et de révolte. De révolte contre qui? Contre le curé, évidemment. Parce que Michelet, il faut que ça soit anticlérical. Alors, contre le curé, contre le seigneur. Et cette femme participe à des cérémonies où on se défoule, où on dit ce qu'on pense, des cérémonies villageoises au cours desquelles elle est un peu la reine de la cérémonie. Et ce sont ces cérémonies de protestation sociale, de protestation contre l'oppression, parce que les paysans, c'est bien connu, étaient extrêmement opprimés pendant le Moyen-Âge, encore partie des poncifs. Et ce sont ces sorcières qui ont été pourchassées par le pouvoir. Le pouvoir de qui? Le pouvoir des prêtres, le pouvoir des seigneurs, tout ce pouvoir abominable au Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, évidemment, dans cette période, dans ce genre de littérature, est présenté comme obscur, abominable, atroce, enfin voilà. Donc cette malheureuse sorcière, c'est une femme jeune, serve, que les hommes désirent en fait, et qui au cours de cérémonies qui ont été assimilées à des messes noires, en fait, c'était des grandes fêtes où on ripaillait, où probablement on faisait l'amour, parce que évidemment la femme qui veut se libérer, faut qu'elle exprime sa liberté sexuelle, comme si au Moyen-Âge ça se présentait comme ça. Enfin, bon. Les gens ont toujours fait l'amour depuis que le monde est monde. On croirait qu'on a inventé quelque chose. Donc ça c'est une image qui a été propagée par Michelet. Et alors il raconte que les juges pervers ont pourchassé ces malheureuses femmes dans des proportions abominables. Et tout est faux dans la démonstration de Michelet, parce qu'il y a un... Alors j'ai lu essentiellement le travail de l'historien britannique Norman Cohn. Il y a eu d'autres historiens, mais ce bouquin-là, je suis tombé dessus, j'étais absolument bluffé. J'ai eu beaucoup de mal à me le procurer en français, parce que comme c'était un historien britannique, il a fallu d'abord que j'achète le livre, que je me fasse venir d'Angleterre. Je lis suffisamment bien l'anglais pour avoir compris de bout en bout, mais pour commencer à faire des citations, je voulais absolument avoir une version française, parce que je ne suis pas capable de traduire suffisamment bien, et je voulais faire une conférence là-dessus. Et j'ai eu quelques difficultés à le trouver en français. Un livre qui remet en question Michelet qu'on sort, c'est pas si facile à trouver en librairie en France même. Et j'ai un très bon libraire en ligne qui finalement me l'a trouvé.
Et j'ai regardé, j'ai compris l'essentiel de ce qu'on sait. Parce que la chasse aux sorcières, ça a fait l'objet de procès. Donc, les procès, on a des traces. C'est pas la peine de fantasmer, la chasse aux sorcières, il y a des archives. L'histoire, c'est l'étude des archives. S'il n'y a pas d'archives, c'est dur de faire de l'histoire. Alors, on peut faire de l'histoire orale, mais enfin, essentiellement, l'histoire, ça se fait à partir d'archives. Et il y a beaucoup d'archives de procès en France, ça manque pas. Donc, ce que Norman Cohn nous dit des véritables procès de sorcières, c'est que c'était pas au XIVe siècle, c'est au XVIe siècle, c'est-à-dire 200 ans plus tard, c'est-à-dire pas le Moyen-Âge, et c'était pas des jeunes femmes. Ah, donc ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge, donc non. Pourquoi il y a eu cette imagerie? Donc c'est lui qui a développé ça. C'est lui qui a inventé ça. Ouais, cette imagerie du Moyen-Âge, des sorcières, etc. Quoi. Bah oui, mais qu'est-ce qui fait sortir l'Europe du Moyen-Âge? C'est la Renaissance. Et la Renaissance, c'est quoi? Qu'est-ce qui apparaît à la Renaissance? C'est le protestantisme. C'est-à-dire le schisme. Le schisme intérieur à l'Occident, c'est quoi? L'Occident va se diviser en deux, il va y avoir les catholiques et les protestants. Et ça correspond. Ça correspond. Et Michelet, c'est un fils de protestant, un petit-fils de protestant, c'est un type qui avait une haine viscérale et atavique de l'Église catholique. Et il a voulu déplacer dans le temps. Enfin, il a voulu, je ne veux pas dire pourquoi il a fait ça, en tout cas je ne peux que constater qu'il l'a fait. Il a reculé la chose de 200 ans pour que ce soit la faute intégralement de l'Église catholique, qui n'a rien à voir avec les procès en sorcellerie, puisqu'ils étaient menés exclusivement par des juges laïcs. C'est encore une chose qu'on ne dit pas. Oui, voilà, alors ça aussi, c'est... Ah bah oui, bah c'est fou. Parce qu'on a l'impression, donc il y avait deux types de juges. Il y avait des juges. Mais absolument, il y avait les juges qui rendaient la justice au nom du roi. Ces juges-là étaient capables de mener les gens à la mort. Mais la justice ecclésiastique, c'est les juges de l'Église qui jugeaient de problèmes de l'Église et qui ne condamnaient personne à mort parce que c'était pas de leur juridiction. Donc, dans les procès en sorcellerie, l'Église n'intervenait pas, c'était pas ses oignons. C'était pas ses oignons. L'Église n'intervenait pas. L'Église a pourchassé. Alors on dit Inquisition égale bûcher. Il y a eu des bûchers, effectivement, dans des procès en Inquisition, mais pas des procès de sorcières, des procès en hérésie. C'est pas la même chose. Et l'hérésie, c'était quelque chose de très grave. D'ailleurs, ça l'est toujours. Il n'y a qu'à regarder les procès en hérésie aujourd'hui qu'on fait, un certain Dieudonné et bien d'autres. Il y a le dogme, et puis ceux qui sortent du dogme, on les pourchasse. Bon, on n'allume plus les bûchers, mais on sait faire des trucs à notre mesure à nous, qui sont quand même du même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on veut éradiquer, on veut éliminer. À l'époque, on éliminait, on éradiquait comme ça par des bûchers. C'était quand même particulièrement atroce, c'est certain, mais ça ne se faisait pas que sur des procès en hérésie. Donc l'Église, effectivement, a pourchassé des hérétiques pendant le Moyen-Âge. Elle en a pourchassé infiniment moins que ce qu'on a pu imaginer. Il paraît que c'était assez marginal en nombre, non pas de procès, mais de procès menés à terme, et parmi ceux-là, de procès ayant mené à des condamnations, et parmi ceux-là à des exécutions. Des exécutions, mais en France, mais il semble en Espagne alors, parce qu'on est... C'est autre chose, l'Espagne c'est autre chose. De toute façon, ce qu'on a appelé les procès en Inquisition en Espagne, sans rentrer dans le détail, c'était essentiellement politique. C'est-à-dire que c'était la politique du roi. Bon, puis après on se sert de la religion comme prétexte. Mais parlons de la France et surtout des sorcières. Les sorcières n'ont pas été poursuivies par l'Inquisition, elles ont été poursuivies par des tribunaux laïcs, et elles n'ont pas été poursuivies pendant le Moyen-Âge, mais pendant la Renaissance, c'est-à-dire à partir de l'apparition du protestantisme. Alors je ne dis pas que c'est les protestants qui ont pourchassé les sorcières, d'ailleurs les catholiques aussi en ont pourchassé, et les protestants aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que cette folie qui s'empare des peuples, parce qu'il y a beaucoup de sorcières qui ont été menées devant le juge par des populations en délire, c'est pas les juges comme ça brusquement le matin qui se réveillent en disant tiens je vais brûler une sorcière, c'était vraiment des femmes qui étaient accusées par des populations en proie à la panique, tout simplement. À un moment donné, je vais dire cette période-là, elle représente en partie ce qu'on appelle le beau XVIe, c'est-à-dire l'irruption de l'humanisme et de très très belles choses, d'une belle littérature, d'un art très très beau et tout. Puis c'est également le schisme, l'apparition du protestantisme, et puis ces guerres de religion abominables qui ont semé le malheur, la désolation et l'épouvante à travers les villes et les campagnes. Et ça a traîné vraiment en France, ça a été absolument dramatique. Et les procès en sorcellerie ont suivi ces choses-là. C'est-à-dire que les guerres ont mené à
à de la désolation et du malheur. Et avant l'apparition du protestantisme, bon, on était tous catholiques, on croyait tous en un seul Dieu qui était bienveillant. Puis la bienveillance de Dieu, dans des périodes aussi épouvantables, on commence véritablement à douter. Et il y a l'apparition, et c'est très caractéristique de la période, du diable comme étant omniprésent, omniprésent. C'est quoi, il y a peur du diable partout, c'est ça? La peur du diable s'empare des gens. Ouais. La peur du diable s'empare des gens. Pendant toute la période où le catholicisme est triomphant, le diable en fait un signe de croix, il s'en va terrifié. Hein. Vade retro Satanas, j'ai vu, admettons, je vois le diable, je fais un signe de croix, j'ai vaincu. À partir du moment où le doute commence véritablement à s'instaurer et le schisme, l'apparition du protestantisme, la fin de la suprématie de l'Église, fait douter plus de gens qu'il n'est raisonnable, et là, le diable apparaît partout, et on le chasse, et il revient, il est omniprésent. Mais c'est quoi alors? C'est une folie qui s'empare des gens? C'est une espèce de folie qui s'empare des gens. C'est-à-dire que dans les situations de malheur, enfin c'est Norman Cohn qui explique ça très bien, c'est vraiment un très 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 beau bouquin, il explique ça très bien, dans des situations de malheur, on cherche absolument à exprimer son angoisse et sa douleur sur un objet extérieur. Et une fois qu'on a trouvé cet objet extérieur, en général c'est ce qu'on appelle la sorcière, mais ça peut être également des sorciers, ça peut être également des hommes. On me posait la question, il peut y avoir des hommes aussi. Mais bien sûr, et comment, bien sûr, il peut y avoir des hommes. Oui. Et la foule ne se calme qu'une fois qu'elle a commis l'irréparable. Et il y a quand même un grand philosophe qui s'appelle René Girard qui a étudié le phénomène, c'est le phénomène du bouc émissaire. Hein. Donc je ne peux pas lier directement le travail de René Girard avec le travail de Norman Cohn parce que je n'ai pas autorité pour le faire, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser, et je pense que les gens qui ont lu l'un et qui ont lu l'autre feront nécessairement le lien. C'est-à-dire qu'une communauté en proie à l'angoisse et au malheur va calmer son angoisse en sacrifiant un innocent. Voilà. Et c'est ça la chasse aux sorcières. Et alors c'est un mauvais escient appelé la chasse aux sorcières, parce qu'on ne les a pas chassées les sorcières, on les a trouvées. Si on avait chassé les sorcières, ça voudrait dire que des tribunaux ont sillonné la France et ont cherché des sorcières. C'est pas comme ça que ça se passait sur dénonciation. Voilà, hein, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça a été vraiment affreux, hein, la chasse aux sorcières. Ça a vraiment, vraiment été affreux. Mais c'est quelque chose qui pouvait naître spontanément, embraser une communauté, et après s'arrêter et ne pas toucher le village à côté. Ça passait pas d'un village à l'autre, ça prenait un village et pas le village d'à côté. C'est quoi, c'est une espèce d'hystérie collective? Oui, c'est ça. Oui, parce que les gens, c'est-à-dire les victimes, parce qu'il y a bien des gens qui ont été exécutés. Oh là, et comment? Ouais. Effectivement. Et puis des malheureuses femmes, on les torturait pour obtenir l'aveu. Alors ça, c'est la justice de l'ancien temps. On ne torturait pas les gens pour savoir s'ils étaient coupables ou pas, on les torturait une fois qu'on était sûr qu'ils étaient coupables pour qu'ils avouent, parce qu'on avait besoin de leur aveu. Tu vois la nuance? C'est-à-dire que j'ai pas vraiment réussi à déterminer pourquoi ils voulaient à ce point avoir l'aveu, mais franchement c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est sûr, on doute pas, on torture pas les gens pour savoir si oui ou non ils ont fait ceci ou cela, on les torture une fois qu'on est absolument persuadé qu'ils l'ont fait, mais on veut leurs aveux. On veut absolument leurs aveux. Sur la torture, on obtient les aveux qu'on veut aussi. Ben non, il y a des gens qui résistent. Il y a des gens qui résistent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, alors je vais me projeter un peu plus loin dans le temps, quand Louis XIV a fait la réforme du code on n'appelait pas ça le code de procédure pénale, la législation criminelle, il a absolument voulu il a insisté sur le fait que il était hors de question de condamner les gens en fonction de ce qu'ils auraient dit sous la torture, étant donné que ça aurait consisté à systématiquement exécuter les faibles et relâcher les forts. Or, ce que voulait Louis XIV, c'était que un coupable très fort et très résistant à la torture, si on était sûr qu'il soit coupable, il n'en réchappe pas. Parce que la justice était sévère et le coupable devait absolument payer. Voilà. Donc un coupable qui aurait eu une grande résistance à la torture, on l'aurait, avec des procédés comme ça, on l'aurait laissé courir, quoi. Donc ça, Louis XIV a été très ferme là-dessus. Donc d'une façon générale, on voulait savoir on torturait quand on était sûr de la culpabilité, mais ça a été acté dans la loi à partir de 1670.
on n'appliquera la question que dans le cas absolument avéré, sans aucun doute possible, que l'accusé est coupable. Voilà, on veut absolument s'en assurer. Donc avant, c'était la tendance, mais c'était pas aussi clair qu'à partir du moment où Louis XIV l'a réformé. Donc, à partir du moment où on torturait les femmes, les accusés pour avoir leurs aveux et avoir leurs complices, parce que l'idée c'est quoi? On en a une, et les autres, elles sont où? Et tes copines, et tes copains, et tout. Puis à force de torturer les gens, on en torturait d'autres, et puis on leur faisait dénoncer. Ça a été une furie, quoi. Ça a été une furie, ça a été affreux. Et alors, qui étaient ces juges qui faisaient ça? C'était ce qu'on appelait les petits juges. Les juridictions locales. C'était les juges qui jugeaient au nom du roi. Ils jugent au nom du roi. Ils jugent au nom du roi. Comment ça se passait? C'est-à-dire, tu me dis, les gens ramenaient une sorcière. Voilà, les gens veulent voir le juge en disant, celle-là, elle nous a empoisonné le puits, elle nous a fait des incantations, on est sûr que c'est une sorcière et tout. Et comment déterminer qu'elle fut sorcière? C'est quoi Eh ben, il y a des témoignages, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle a fait... On a vu un chat noir et tout. Puis quand les gens ont décidé, donc... et puis alors, bon, il y avait effectivement, parmi ces femmes, il y en avait certainement qui étaient soit des rebouteuses, soit des magiciennes. Des magiciennes. Alors, c'est quoi la différence entre une magicienne et une sorcière, hein? La sorcière, elle fraye avec le diable. La magicienne, elle fraye avec les éléments. C'est pas tout à fait pareil. La magicienne, elle n'est pas forcément maléfique, alors que la sorcière, elle est maléfique. La magicienne, elle va décider, par exemple, tu veux, t'as ton voisin qui t'embête, tu voudrais lui jeter un sort, tu vas pas forcément faire intervenir le diable. Tu peux aller voir une magicienne, tu lui dis, tu vas faire en sorte que, je sais pas, il bute sur un... Tu vois, c'était de la magie. Mais la magie et la sorcellerie, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil, parce que le magicien, il va faire obéir les éléments. Il va donner des ordres aux éléments. Même s'il invoque des démons, il va dire, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Alors que la sorcière, elle est soumise à Satan. Elle est l'objet du diable. Mais comment on fait pour définir quelqu'un qui est soumis à Satan et quelqu'un qui... Parce que dans les procès en sorcellerie, c'est ça dont il s'agit, elle est suppôt du diable. La sorcière, elle est censée faire le mal pour le plaisir du diable. D'accord. Le diable, dont le but est de martyriser les hommes, hein, puisque Dieu veut que les hommes soient heureux et que le diable, lui, veut que les hommes soient abominables et abominablement malheureux. Donc le diable est là pour détruire, et il va se servir de la sorcière ou du sorcier pour faire le mal à sa place. Et le diable étant très très méchant, si la sorcière ou le sorcier n'en fait pas suffisamment, ils seront punis par le diable. Donc il y a une espèce de dinguerie comme ça, qui fait que les gens sont terrifiés à l'idée d'avoir des voisins, des voisines, des gens de l'entourage, qui sont entre les mains du diable. Donc tu vois, c'est pas très éloigné de la magie, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un magicien fait obéir les éléments. Un sorcier obéit au diable. Pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et c'est cette... Et les populations sont prises de folie. Sont prises de folie et de terreur. Mais ça veut bien dire donc qu'un juge laïque va apprécier si une personne, il estime qu'elle a fait une collusion avec le diable. Exactement. Et ça veut dire qu'un juge, d'abord il croit au diable, parce que quand les procès en sorcellerie ont commencé à refluer, parce qu'il y a des tas de gens qui ont dit que c'est quand même de la folie, il faut arrêter ça. Il y a des tas de gens qui ont raisonné. Et les gens qui ont raisonné ont fait valoir aux autorités, notamment au roi, à Louis XIV, là où les juges n'y croient pas, il n'y a pas de procès. C'est-à-dire que si une communauté villageoise arrive en disant c'est un sorcier, c'est une sorcière, gna 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 gna, si le juge, en menant la procédure, dit bon, vous l'accusez à tort, etc., on relâche, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on brûle quand les juges y croient. Ça veut dire que les autorités judiciaires croyaient aux sorciers. Ils croyaient au diable, ils y croyaient. Elle s'appuyait sur quoi? Sur une loi pour les condamner? C'était au nom de quoi? C'était au nom de... C'est quoi, une hérésie? Je sais pas. Non, c'est pas l'hérésie, c'est de la sorcellerie. Sur la sorcellerie. Ah, c'est intéressant. Bah oui, pacte avec le diable. Pacte avec le diable. Mais on les accusait d'être venus... Alors, on disait les transports de corps. On accusait les sorcières la nuit de se balader dans les airs sur des balais. Tu sais, on a des images comme ça, on voit des petites sorcières au clair de lune avec... C'est presque une image... c'est de ça qu'on les accusait. C'est de ça qu'on les accusait. On les accusait de se balader la nuit avec à cheval sur des balais. On les accusait d'abomination, d'orgie, d'inceste, de pédophilie. Il y avait tout. Alors on disait pas pédophilie parce qu'il n'y avait pas le mot, mais sans le mot, il y avait la chose quand même. Et on accusait véritablement les sorciers d'abomination, avec beaucoup d'abomination sexuelle. C'est-à-dire en fait de satanisme, hein, c'est quoi?
Ouais, c'est un genre de satanisme. Ben oui, c'est un genre. Et à partir du moment où tu avais des accusations, où tu avais des témoignages où les gens devenaient dingues, et ben sur les témoignages, les juges jugeaient et quelquefois c'était plié en 48 heures ou même en 24 heures. C'est-à-dire que tu étais condamné, on venait te chercher chez toi le matin parce qu'on disait que tu avais pactisé avec le diable, tu avais suffisamment de témoins et le soir tu étais mort, quoi. C'est de l'hystérie collective. Ouais, c'est ça, c'est que les gens d'un coup quoi, ils se prennent, mais c'était quoi tu penses qu'ils ont fait des faux témoignages? C'est quoi? Je pense qu'il y a des phénomènes de folie collective dus au malheur du temps. Je veux dire, les guerres de religion ont quand même ravagé l'Europe. Ravagé. Et puis il n'y avait pas que les guerres. Tu as déjà les malheurs de la guerre, après tu as les malheurs d'un mauvais hiver, d'un printemps pluvieux. Dès qu'il y avait un truc, ça a duré. Il y a eu des pics. Alors il y avait des moments où il ne se passait rien, puis brusquement ça repassait. Et alors la difficulté d'arrêter les procès en sorcellerie, c'est que les autorités qui étaient susceptibles d'arrêter, qui avaient l'autorité nécessaire à dire stop, quand elles étaient prévenues, c'était trop tard. Tu vois ? C'est-à-dire que la France est un grand pays, hein, mais sa capitale est Paris, je veux dire, le roi il est loin. Comment on fait? Alors, il y a quand même eu beaucoup de gens qui se sont élevés contre les procès en sorcellerie, et il y a eu à un moment donné, alors ça commence quand? Ça commence autour de 1500, 1530-40 à peu près. Hein, on est en plein dans la réforme. 1530, 1540 à peu près, puis ça s'arrête... en 1670, c'est un peu plus d'un siècle, hein, mais avec un pic à la fin du XVIe siècle, c'est vraiment une horreur. Et des gens ont vraiment ont voulu faire cesser ça parce que c'était horrible, c'était horrible. On ne pouvait pas raisonner, on raisonnait. Des gens essayaient de raisonner en disant, mais écoutez, regardez, qu'est-ce que vous nous racontez, cette femme, vous dites qu'elle est possédée, vous ne voyez pas qu'elle est folle? Vous voyez pas qu'elle est folle, vous dites qu'elle est possédée par le diable, vous voyez pas que vous avez affaire à une démente? Alors maintenant c'est le diable, il n'y a plus de maladie mentale, il y a des gens qui disaient mais non, vous voyez bien qu'elle est malade, on ne disait pas malade mentale, mais on disait frénétique, fou, comment ils disaient des frénétiques et des folles. Donc la folie c'était quand même quelque chose de reconnu, la folie n'était pas démoniaque, et il y avait des gens qui essayaient de dire regardez, là vous avez affaire à une folle, apparemment elle pousse des hurlements, c'est pas qu'elle est possédée qu'elle a le diable, c'est qu'elle a une crise de folie. Et ces gens, quand ils parlaient un peu trop fort, on leur disait, vous, au fait, racontez-nous, il ne fallait pas parler trop fort. Personne n'était à l'abri. Même Montaigne racontait que lui, qui ne croyait pas à ces choses-là, il disait, moi je suis désolé, mais vos procès en sorcellerie, moi je ne crois pas à la validité de ce que vous me racontez. Pour moi, ce sont non pas des faux témoignages, mais des témoignages dépourvus de raison. Et il disait qu'au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il avait intérêt à ne pas le dire trop fort, quoi. Ça devenait dangereux. C'est vraiment une folie collective qui s'empare, non pas de la France, mais du continent quand même. Toute l'Europe occidentale a été prise. Et alors une des raisons pour lesquelles il faut arrêter d'accuser l'Église et l'Inquisition, c'est un tribunal instauré par le pape. Donc c'est purement catholique. Et l'Europe protestante, elle n'a pas brûlé. Elle a brûlé à qui mieux tout pareil. Oui. Elle a brûlé pareil. Elle a brûlé pareil. Il y a eu énormément de bûchers en Allemagne, il y en a eu jusqu'en Suède. L'Europe protestante a brûlé autant que l'Europe catholique. C'est bizarre, c'est-à-dire quoi? Une hystérie collective européenne à l'échelle continentale. À l'échelle du continent et qui n'a pas touché les chrétiens d'Orient. Ah, il n'y a pas eu de procès les orthodoxes? Non, les orthodoxes n'ont pas été concernés. Ça, c'est vraiment l'Europe occidentale. C'est l'Europe qui a été touchée par le schisme. C'est l'Europe qui a été touchée par l'apparition du protestantisme, par tout ce bouleversement. C'est quand même un bouleversement énorme, le XVIe siècle. Il n'y a pas, on ne peut pas dire, je sais pas, il n'y a pas une histoire derrière quand même qui est assez bizarre, parce que les témoignages, par exemple, quand on dit, oui, je l'ai vu sur un balai, il y a forcément, je sais pas, il y avait plusieurs témoignages de ça pour ça. Bah oui, puis une foule en délire quand elle veut avoir raison, surtout si elle se trouve face à un juge qui est destiné à les croire, c'est vite plié, hein. C'est vite plié. Alors, comment est-ce qu'on a fait refluer les procès en sorcellerie? Il y a eu plusieurs choses, c'est arrivé quand même en plusieurs temps. Il y a eu des médecins, il y a eu des médecins qui sont intervenus en disant arrêtez, ça vous voyez bien que c'est de la folie. Vous êtes en train d'accuser
de choses rationnelles, c'est-à-dire de maladies, des choses qu'on peut tout à fait expliquer avec la raison, vous êtes en train de mettre de l'irrationnel dessus. Revenez sur Terre, revenez sur Terre. Ne croyez que ce qui est absolument immédiatement visible et compréhensible pour le commun des mortels. Vous avez là une femme qui est en proie à une crise de folie, c'est pas la peine de mettre le diable. Donc petit à petit, il y a quand même des gens qui ont écrit, des médecins qui ont écrit, qui ont essayé de prendre de l'influence, mais ils ne pouvaient pas avoir une influence sur des juges locaux qui étaient disséminés puis qui faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, à qui les juges obéissent-ils, hein? Bonne question. En dernière instance, ils obéissent au roi, mais ils ont également une cour d'appel. Et voilà, une cour d'appel, ce sont les parlements. Les parlements sont les juges qui jugent en appel les procès des juridictions inférieures. Et à un moment donné, je ne me souviens plus exactement, j'ai ça dans mon livre de l'Inquisition et la chasse aux sorcières, j'ai donné toutes les dates, mais je ne me les remémore pas parce que je suis en train de travailler sur autre chose, et en général je chasse des dates pour en mettre de nouvelles. Mais à un moment donné, les parlements, les juges des parlements qui étaient absolument opposés globalement, qui étaient opposés à ces folies, ont réussi à imposer l'appel obligatoire. C'est quoi ça, hein? Alors l'appel obligatoire, ça veut dire que dans le cas, pour les juridictions inférieures, dans le cas de condamnation à mort, l'appel au Parlement est rendu obligatoire. Et ça, c'était une façon de sauver les gens. À la condition que la personne, que les gens concernés réussissent à déposer leur appel. Et je sais que l'évêque de Reims a écrit un jour au roi, enfin pas au roi, mais à son intendant en disant arrêtez ces petits juges locaux, on leur interdit, ils continuent, les populations sont terrorisées. Parce qu'au bout d'un moment, alors au début on voit que ce sont les populations qui amènent les sorcières aux juges, et puis petit à petit on voit des juges qui abusent quand même, qui abusent et qui réabusent, et on a l'impression qu'ils sèment la terreur. Alors il y avait une chose qui était particulièrement visible dans certains cas, les cas qui ont pu être étudiés, c'est que les juges, quand ils avaient condamné et brûlé les gens, ils leur saisissaient leurs biens. C'est pratique, hein? Oui, parce qu'ils n'étaient pas pauvres, hein. C'est des gens qui... Bah, c'est pas qu'ils n'étaient pas pauvres, c'est que le plus pauvre des paysans, s'il a une maison et une terre, c'est aussi bien dans ma poche que dans la sienne, surtout s'il est mort, il n'en a plus besoin, tu vois. Donc il y a vraiment eu des abus qui ont commencé à être dénoncés. Et tu vois ça dans les victimes et que vraiment... Ah oui, il y avait des rapports, il y a des cas très très précis. Il y a des cas très précis. C'est-à-dire qu'ils ont été jugés, en fait, les gens sont accaparés leurs biens après le procès. Les juges se sont accaparés les biens après le procès. Ouais. Il y a des juges comme ça qui étaient très très florissants. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah ben moi je cherche les sorcières. Tu vois? Non, j'exagère dans la formulation, mais c'est un peu comme ça que ça se passait. Donc il y a eu énormément d'abus. Alors, ce qui s'est passé également, il y a eu énormément d'abus, c'était toujours abusif, mais ce que je veux dire c'est que c'était abusif dans le sens d'une procédure, je te dis, qui prend de folie une communauté, et puis petit à petit c'était plus ça. Il y a vraiment des gens qui ont organisé des faux procès, enfin vraiment ça tournait mal, quoi. Et il y a eu également un tournant dramatique. Alors là c'est plus tellement Norman Cohn que j'ai étudié, c'est Robert Mandrou. Robert Mandrou, c'est un historien qui est décédé maintenant, tout à fait français, tout à fait de chez nous, qui a écrit un livre qui s'appelle Magistrats et sorciers au XVIIe siècle. Donc XVIIe siècle, c'est la deuxième phase de la chasse aux sorcières. Et là, il a très très bien expliqué ce que c'était que ces juges locaux et vraiment la tyrannie qu'ils ont exercée. Et petit à petit, les affaires de sorcellerie qui étaient parties des campagnes, elles ont atteint les villes. Et alors qu'on voit bien que les femmes sont majoritairement les victimes de la chasse aux sorcières, majoritairement, elles ne le sont pas exclusivement. Et il y a des grands scandales dans le XVIIe siècle, c'est-à-dire dans la deuxième phase de la chasse aux sorcières, les femmes deviennent bourreaux et ce sont des hommes qui grillent. C'est-à-dire qu'on a vu plusieurs procès, il y a eu Aix-en-Provence, il y a eu Louviers, Loudun, il y en a eu d'autres, il y a eu Auxonne. On voit des femmes qui se disent possédées et qui réclament l'exécution de leurs suborneurs. En général, on a compris dans plusieurs cas que c'était un curé dont elles étaient amoureuses ou qui avait abusé d'elles, enfin peu importe, un prêtre avec lequel elles avaient des relations qui n'étaient pas licites, et que ces femmes ont accusé de les avoir ensorcelées. Et dans ces procès en sorcellerie, qui se déroulaient selon la même procédure que les anciens procès, que les autres procès en sorcellerie, c'était les hommes les victimes.
C'était les hommes, les victimes, et en l'occurrence des curés, et l'Église ne pouvait pas arrêter ces procès-là, pas plus qu'elle ne pouvait arrêter les autres. L'Église, là-dedans, elle n'est pas en cause, parce que si elle dit « je ne suis pas d'accord », on lui dit « merci, merci monseigneur, on est content d'avoir votre avis, mais on s'en fout ». On s'en fout. L'Église n'avait pas les moyens d'arrêter. Mais quand on était condamné quand même par l'Église. Non, on n'était pas condamné par l'Église. Non. Dans un procès d'hérésie, t'as dit qu'il pouvait condamner. Mais il n'y avait plus d'hérésie à ce moment-là. On n'a plus d'hérésie. Non, c'est le Moyen. L'hérésie, c'est le Moyen Âge. Cette période-là, non. Non. Oh, il y a peut-être des procès en hérésie, mais c'est marginal. Les grands procès en hérésie, si tu veux, c'est les derniers grands procès en hérésie, c'est les Cathares, c'est Toulouse, Carcassonne, c'est Montségur et ces choses-là. Mais la chasse aux sorcières, c'est après. C'est après, puis c'est pas là. À propos de grands menteurs, à propos de grands menteurs, qui a inventé que c'est l'Inquisition qui a poursuivi les sorcières? Alors je t'ai raconté les gros mensonges de Michelet, mais il y a un deuxième menteur de chez Menteur, il s'appelait Lamotte Langon. Alors lui, il a commencé à écrire plus jeune que Michelet. Michelet, oh non, oui, c'est plus un peu avant. Et Étienne Léon de Lamotte Langon, lui, c'était un scribouilleur d'origine toulousaine. Et il a écrit un livre qui s'appelle Histoire de l'Inquisition. Et il raconte que... Alors il a écrit ce livre qui est paru en 1830. Bon. Et Histoire de l'Inquisition, c'est la référence pour l'histoire de l'Inquisition. Tout le monde a copié sur Lamotte Langon. Et il te donne sur des pages et des pages des récits de supplices, de machins, de tortures, de mise à mort. Il se rinçait l'œil. Tu sens vraiment c'est le pervers qui s'amusait et surtout qui avait trouvé le filon. Parce que ce qu'il voulait, c'était vendre beaucoup de bouquins. Et à l'époque comme maintenant, plus c'est graveleux, plus c'est des récits de malheureuses femmes, toujours bien sûr belles et dénudées, tu vois, sous la tyrannie de curés pervers. Il y avait un public pour ça. Et lui, il a fait toute une histoire de l'Inquisition dans laquelle il raconte qu'après les derniers grands procès cathares, ont commencé dans la foulée les grands procès de sorcières à Toulouse et à Carcassonne. Voilà. Et il raconte, et tout le monde a copié sur lui. Tout ce qu'on a écrit sur l'histoire de l'Inquisition, c'est-à-dire le fameux truc, on a brûlé des centaines de milliers, même des millions de sorcières, c'est tout copié sur lui. Et Norman Cohn a découvert qu'il avait tout inventé. T'es pas mal, hein. Alors pourquoi les historiens mentent? Ben non. Entre Lamotte Langon et Norman Cohn est historien et Lamotte Langon ne l'est pas. Lamotte Langon, il est allé dans des archives, il a relevé des noms dans des procès, il a relevé des cas de procès en hérésie, il a transformé les victimes d'hérésie en sorcières, il a inventé un truc. Et il a inventé comme ça ces histoires de procès de sorcières. Il dit on a brûlé jusqu'à 400 sorcières entre telle date et telle date sur Carcassonne et sur Toulouse. Et Norman Cohn, qui connaissait bien le français et qui était vraiment un historien comme on les aime, il est allé dans les archives à Toulouse et il a découvert la supercherie. On a tout inventé, tout. Et tout ce qu'on croit savoir sur l'histoire de l'Inquisition, c'est tiré des mensonges de Michelet d'un côté et de Lamotte Langon de l'autre côté. Et tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ouais. Donc, les procès... Alors, comment s'est terminée la grande chasse aux sorcières? Alors, je t'ai dit, il y avait de plus en plus de gens qui essayaient de ramener un peu de raison. En plus, quand les procès en sorcellerie ont commencé à venir perturber le cœur des petites villes, les notables, on s'est dit, bon, mais il va falloir quand même trouver quelque chose, quoi. Mais dans des cas, par exemple, où l'appel était mené au Parlement, si le Parlement relâchait des sorcières ou des sorciers, la foule pouvait les lyncher. Ah ouais. Quand les gens avaient décidé qu'il fallait faire la peau de ces gens-là, il n'y avait pas moyen de les arrêter. Mais c'est de la psychopathologie de foule. C'est collectif, c'est absolument, c'est collectif. C'est ça qui est... Alors on a des juges pervers individuellement, mais il y a des folies collectives. Et il y avait beaucoup dans les affaires de possession dans les villes, hein, les histoires de couvents, les filles qui poussaient des hurlements, ah mon subordonneur, en fait c'était leur amant. Ça faisait des spectacles. Les filles sortaient dans les rues, elles disaient oh il m'a fait ci, il m'a fait ça, puis elles se mettaient à poil, les gens se rasaient l'œil. Bon, vraiment les autorités ont dit il faut arrêter ça, quoi. Maintenant ça suffit, quoi. Faut ramener un peu de raison. Mais quelquefois, je te dis, l'obligation de l'appel au Parlement n'était pas suffisante quand les foules étaient prises de dinguerie, elles voulaient la peau des... Il y a eu notamment, alors il y a un historien très très bien aussi qui s'appelle Benoît Garneau qui a étudié ça. On ne pouvait pas les arrêter quand la foule voulait le... Et alors, moi je me suis demandé quand même, s'il n'y a pas
si ça n'a pas caché une réalité de satanisme. C'est-à-dire qu'on sait que le satanisme existe, hein, des gens qui font des crimes abominables parce qu'une fois qu'ils les ont faits, ils se sentent puissants. Ça a toujours existé, ça existe encore. Et il est possible que les grands procès sur des folies comme ça aient caché d'authentiques trucs qui, pour le coup, n'ont pas été poursuivis par la même occasion. J'y reviendrai. J'y reviendrai. Donc comment ça s'est arrêté tout ça ?